C'est le magazine Nos Nouvelles qui entre chez vous. On est le vendredi 27 avril. Bonjour Jean-Étienne. Bonjour Jean-Numa, bonjour à tout le monde et bienvenue à cette nouvelle édition de Nos Nouvelles. Nous sommes en direct également sur Facebook et nous serons en différé sur WhatsApp 438-395-1256 pour envoyer vos commentaires audio ou texte et nous serons en différé sur YouTube également. Alors, qu'est-ce qu'on aura dans l'actualité ce matin, dernière émission de la semaine, de nouvelles évidemment, et on parlera de consommons haïtiens. Ça fait 4 ans que Grégory Excellent avait parti, évoqué et nourri cette idée que les Haïtiens devraient consommer dans les commerces haïtiens. Ici à Montréal. Mais pas comme ça. Il y avait plein de problèmes. Des problèmes de formation, des problèmes de service à la clientèle, toutes sortes de problèmes au niveau des commerces haïtiens. Alors, 4 ans plus tard, on va faire le bilan avec Grégory Excellent qui avait lancé ce projet-là qui s'appelle Consommons haïtiens. Et on va aussi en Haïti. Alors, on va faire plein feu sur Consommons haïtiens. Et puis après, on aura François Jean-Denis sur l'immigration. Et en Haïti, Jean-Étienne? En Haïti, on va parler un peu plus tard sur Hervé Denis par rapport aux Forces armées d'Haïti. Ouais. Vous aurez des détails un peu sur des informations qu'il va apporter. OK. Il y a aussi le député Bélange, Pierre Jean-Numa. Oui, au niveau de la commission justice et sécurité de la Chambre des députés qui a rencontré le ministre de la Défense autour de la question de l'armée, les anciens militaires. Vous savez, il y avait un communiqué de Jodel Lesage, le commandant en chef de l'armée, qui disait que les militaires démobilisés faisaient partie de la réserve de l'armée, alors que la police nationale s'affaire à les arrêter. Bon, bref, on va éclaircir un peu tout ça. On parlera aussi d'états généraux. Malgré que Jacques-Édouard Alexis, Monseigneur Kebro et plein d'autres personnes ont débarqué. Oui. Le porte-parole de cette structure, Oni Desroches, a précisé cette semaine que des réunions ont été faites. Il y a tout un plan de stratégie qui va être développé un peu partout à travers le pays pour apporter les solutions. Voilà. Par rapport à tout ça, il a confirmé effectivement que Jacques-Édouard Alexis n'est pas de cette commission. Ouais. On va voir tout ça un peu dans On parlera de Guilherme Sedelva. Guilherme Sedelva dans moins de 24 heures après son installation. Wow. Qui revient en force dans les médias. Ouais. Il a précisé particulièrement qu'il n'a pas besoin de décharge, même s'il a été secrétaire d'État. Et il a parti une petite polémique avec le Parlement aussi. Justement, il estime que sommer le gouvernement pour apporter des précisions sur les documents légaux, les documents légaux pour la mise en place de ce remaniement n'est pas correct. Enfin, on parlera de Jovenel Moïse aussi, qui, selon Pierre Espérance du RNDDH, enfin de ses corruptions, selon Pierre Espérance, le dossier qui était instruit par le juge Brady Fabien a été transféré au commissaire du gouvernement pour son réquisitoire. Voilà. Mesdames et messieurs, restez branchés. On vous revient tout de suite après pour la suite des choses. Ah, vous ne saviez pas? Digicel vous apporte de super forfaits incluant Internet, appels et SMS. Et ces forfaits, vous pouvez les offrir à vos proches en Haïti. Et oui, grâce à ces nouveautés, vous pouvez rester connecté avec eux de 3 manières. Par Internet et à travers des appels et SMS. Et ceci à partir de 20 $ canadiens pour un forfait de 30 jours. C'est facile et c'est avantageux. Gardez contact avec vos proches. Nous vous offrons plein de moyens de le faire. Empressez-vous de leur envoyer un forfait Digicel. Ces forfaits sont disponibles chez tous les agents de Digicel, sur digiceltopup.com et sur l'application de Digicel Top Up. Termes et conditions applicables. Les nouvelles d'Haïti, les nouvelles des Haïtiens de Montréal. InTexto vous les apporte tous les matins. En audio, en texte, en images, sur 4 plateformes. En direct et en simultané sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville, intexto.ca sur Facebook et en différé sur WhatsApp. On prend rendez-vous tous les matins, du lundi au vendredi sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville.
Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour pour entrer en détail dans cette nouvelle édition de Nos Nouvelles. Tu nous parlais tout à l'heure de l'excellence de Grégory. Ah, ben oui, ça lui arrive. Alors, c'est qui Grégory, Jadouba? Grégory Excellent, c'est un comptable de profession, hein, Okay. et c'est un entrepreneur aussi, c'est un formateur de ce côté-là. Mais juste avant de parler de Grégory, il va se présenter de toute façon, hein, vous allez apprendre beaucoup de choses sur lui. J'ai une question. As-tu remarqué qu'on est noir? comme le café. Absolument. Absolument. Au moins, cette rubrique, j'ai pu la faire. Ok, on est haïtien, mais on est noir, comme le café. Alors, moi, le matin, j'aime bien mon café. Moi aussi. Parfois, j'oublie d'en faire à la maison. J'ai au moins 2 cafetières là, à la maison. On ne sait jamais, mais j'aime bien mon café. Quand cette semaine, j'ai pas eu le temps de faire mon café, je suis passé à Intime, pour ne pas nommer ça, ni faire de pub. Et je ne vais pas dire dans quel coin non plus. Ouais. Et dans ce team-là, le service à la clientèle, les caissières, là, c'est assuré par des petites madames de 65 ans et plus. Ça, j'ai remarqué ça. J'ai une bonne blague ou une sale blague, ça dépend, quand je vais là pour prendre mon café. Puis, ce matin-là, je suis arrivé et puis j'ai demandé, j'avais faim aussi. Je regardais le tableau de bord et puis j'ai demandé à madame un BL machin, un bagel machin, avec un café. Puis elle me dit, comment vous prenez votre café, monsieur? J'ai dit, comme moi. Et puis, elle part à rire. Et à la suite de ça, elle me dit, alors, c'est quel café? Un petit, un gros? Ou... J'ai dit, un moyen. Puis, la madame de 65 ans et plus, qui s'appelle Pauline, me dit, ben, si un café comme vous, ça doit être un grand. Vous êtes grand. Alors là, le service à la clientèle assuré par des 65 ans et plus, avec le sourire qui n'était pas décontenancé, rien du tout. Mais la plupart du temps, les caissières... Je peux imaginer l'ambiance. Non, la plupart du temps, les caissières pensent au racisme, des affaires comme ça. Ah non, monsieur, j'ai pas voulu dire ça. Non, patati, patati. Non. OK, je suis noir. Je demande un café comme moi. Tout ça, c'est pour décontenancer un peu. Oui. Donc, c'est pour vous parler de service à la clientèle, comment parfois les gens peuvent prendre les choses du bon côté, avec le sourire, en faire une blague, et puis la journée commence bien, quoi. Mais dans les commerces haïtiens, comment ça se passe? Quand tu arrives dans un commerce haïtien, la personne semble traîner avec elle tous les problèmes de l'année dernière dans son commerce. Il n'y a pas de sourire, il n'y a rien, le service... en tout cas, bref... c'est vraiment dommage. C'est vraiment un problème. Et justement, Grégory Excellent, c'est l'un des problèmes, l'une des différences qu'il remarquait entre Haïti et la façon de faire du business ici. Il a parti un projet qui s'appelle Consommons Haïtien depuis 4 ans. Et associé à ça, il y a une série de formations qu'il donne aussi aux entrepreneurs pour les former à comment, que ce soit au niveau de leur comptabilité, au niveau de leur approche, au niveau du service à la clientèle, au niveau de leur plan d'affaires, d'études de marché, tout ce que vous voulez. Alors, on va écouter Grégory Excellent finalement, qui va nous faire un bilan de ces 4 ans d'expérience avec Consommons Haïtien. Ben, le bilan, je te dirais, c'est les changements d'habitude qu'on observe. C'est sûr qu'il y a encore des réticences au niveau du service à la clientèle qui, des fois, peut être problématique dans notre communauté, mais sinon, maintenant, faire affaire avec la communauté n'est plus un tabou, n'est plus quelque chose d'exception. Les gens m'appellent régulièrement pour avoir des références, justement, pour des entrepreneurs de tout acabit. Des gens qui font de la rénovation domiciliaire, par exemple, des avocats, des notaires, des gens, des inspecteurs en bâtiment. Tout ce que les gens recherchent maintenant, même que il y a une personne que je connais qui m'a appelé pour une compagnie de paysagement. Donc maintenant, à compétence égale, et même quand on a besoin d'un service, beaucoup de gens de la communauté pensent à faire affaire avec la communauté avant.
Donc, c'est rendu une habitude qui est ancrée dans nos pratiques maintenant. Et c'est la plus grande satisfaction qu'on peut avoir. Le projet a porté ses fruits. Et maintenant, on continue de l'avant. On a formé, après le projet est né justement un programme de formation, l'emploi d'une entreprise. Et on a formé une centaine d'entrepreneurs avec ce programme-là, justement, pour améliorer ce qu'on appelle le service à la clientèle dans notre communauté, pour améliorer justement les compétences de nos entrepreneurs. Oui, donc, justement, quel est le principal problème, Greg? Qu'est-ce que ces gens-là vous ont dit? Qu'est-ce qu'ils vous ont promis de changer dans leur comportement et qui a été changé, en fait? Tu sais, Jean-Numa, on fait ce qu'on connaît. Oui. OK? Ce qu'on ne connaît pas, on ne peut pas le faire. Et humblement, ce qui est la grande problématique, c'est que les gens, souvent dans notre communauté, qui se lancent en affaires, ils se lancent en affaires en se lançant en affaires uniquement, sans préparation nécessairement, sans organisation, sans formation, sans plan d'affaires, sans structure. OK? Mm-hmm. Et souvent, c'était une deuxième profession, dans le sens que il y avait déjà leur première profession, et après ça, ils lançaient leur entreprise comme un peu un sideline ou quelque chose sur le côté, ou quelque chose qui n'était pas leur premier choix. Donc, ça fait que quand on n'est pas avec notre premier choix, souvent, on n'est pas très heureux, et ça paraît. Mm-hmm. Okay? Maintenant, ce que les gens font, c'est que ils prennent un cours d'enseignement d'entreprise qui permet justement de former l'entrepreneur, puis quand il se présente devant les gens, il sait exactement ce qu'il doit faire. Mm-hmm. L'entrepreneuriat, c'est un métier, ça s'apprend, et c'est ce qu'on s'appelle à faire. À partir de la 3e année du projet, je te dirais, on s'est dit qu'on focuserait sur, justement, la formation. Pourquoi? Parce que on veut aider. C'est facile de dire, il y a une problématique. C'est encore plus facile de dire comme ça que je ne ferai pas affaire à cause que. C'est encore plus difficile de dire, prenons le taureau par les cornes et formons les entrepreneurs, justement, pour que leur performance soit meilleure. Mm-hmm. Et c'est ce qu'on fait maintenant. Comme je te dis, plus d'une centaine d'entrepreneurs ont été formés par notre programme de formation et on continue à aller de l'avant. Maintenant, je te dirais que dans les cartons, il y a justement des projets pour remettre le projet Consommons haïtien sur toutes les lèvres, justement, et démontrer justement qu'il y a eu une progression durant les 4 dernières années. Donc, il y a tout un changement d'attitude à avoir aussi. Est-ce qu'il y a un volet dans le cadre de cette formation sur le service à la clientèle, la nécessité de sourire, d'être courtois, des affaires comme ça? Le volet, je te dirais, c'est dans le module numéro 4, qui est le module sur le marketing, justement. On fait une étude de marché et une des choses qu'on fait, la première chose qu'il faut faire quand on lance une entreprise, c'est de bien connaître le client et ses attentes. Si tu ne sais pas à qui tu t'adresses, quelles sont les attentes du client que tu t'adresses, tu ne sauras pas comment le servir. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que tant en Haïti qu'en Afrique, souvent, lorsqu'un entrepreneur répond à un besoin, OK? Pour lui, il répond à un besoin, donc l'individu qui a ce besoin-là devrait être content que l'entrepreneur est présent et lui rend ce service-là. Tandis qu'en Amérique du Nord, c'est complètement le contraire. Ce qu'on veut faire, justement, c'est présenter ce service-là et le présenter le plus gentiment, de manière le plus structurée possible pour que le client revienne en tant que tel. Donc, c'est un changement de mentalité complet qu'il fallait opérer. Évidemment, ça prend un certain temps. On travaille sur le client en tant que tel pour qu'il soit un peu plus indulgent. Et on travaille aussi sur l'entrepreneur lui-même pour qu'il soit un peu plus compétent. Donc, la compétence et indulgence fait que maintenant, c'est plus facile de faire affaire avec la communauté. On n'en prend pas totalement le crédit, mais c'est sûr qu'on a contribué énormément, justement, à ce changement d'attitude. Tout à fait. Je rappelle que Grégory Excellent, qu'on appelle affectueusement Greg, c'est un comptable agréé. Présentez-vous finalement, Grégory. Ben, écoute, je suis un comptable accrédité. Maintenant, on a tous des CPA, okay. Mais dans mon ancienne carrière, j'étais CPA CMA. Donc, à ce moment-là, j'ai une formation en comptabilité de management qui me permet d'aider les entreprises, justement, à prendre des décisions de gestion après l'information comptable qu'ils ont. Okay? J'ai travaillé dans beaucoup de grandes entreprises et depuis 5 ans, j'ai lancé mon entreprise qui s'appelle Capital Plus, où on fait du financement et de la consultation.
OK? Consultation au niveau du crédit, au niveau des finances personnelles, au niveau du budget. Et depuis 3 ans, je supervise un programme qui s'appelle Lancement d'une entreprise. Ce programme-là permet justement à nos entrepreneurs de la communauté ou d'ailleurs de venir et d'apprendre justement c'est quoi le métier d'entrepreneur. C'est un programme de 6 modules qui permet à la fin que l'étudiant termine avec un ASP, qui est une attestation de spécialisation professionnelle, et qui termine aussi avec un plan d'affaires. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est peut-être pas nécessaire d'avoir un plan d'affaires, mais si vous voulez avoir du financement dans votre projet, c'est fondamental d'avoir votre plan d'affaires. Donc, nous, on donne ces outils-là à nos étudiants et ça nous permet justement d'aller de l'avant et de former les entrepreneurs qui, eux, ensuite, vont opérer, graduer, grandir et finalement créer de l'emploi dans nos communautés. Ouais, il faut mentionner que Intexto est passé par là, hein? Définitivement, et on est très fiers justement d'avoir participé au projet Intexto, d'avoir contribué justement à nous amener à pérenniser justement un média qu'on a tant besoin dans notre communauté et les perspectives justement que notre communauté, comment on voit les choses, sont amenées par Intexto et on est très heureux d'avoir participé à cette situation-là. Tout sur l'immigration. Tout avec François Jean-Denis. François? Oui, bonjour Genuma, bonjour Étienne, comment allez-vous? Bonjour François, ça va très bien. Et de ton côté? Ça va. Et je salue également les auditrices et les auditeurs de nos nouvelles. J'espère que tu donnes un bon service à la clientèle chez toi. Ah oui. Et c'est pourquoi, par exemple, on a toujours des références parce que pour nous, ce qui est important, c'est pas seulement dire le client est roi, mais non, c'est l'intérêt du client qui compte et on fait tout le possible pour non seulement bien accompagner les clients, mais pour qu'ils puissent avoir des résultats à la hauteur de leurs attentes, mais en même temps, on les reçoit très très bien et c'est un bon point que Grégory a soulevé. Les gens entrent en affaires, mais ils ne savent pas exactement comment s'y prendre. prendre. Ils veulent faire et puis c'est malheureux. Ok, bon. Quelle nouvelle est-ce que tu as pour nous sur l'immigration? Oui, et je commence avec les Iraniens qui sont au Canada, qui ont fait des demandes de résidence permanente. Ils sont près de 300 Iraniens qui sont dans le système. Ils ont fait des demandes dans le programme de travailleurs qualifiés. Ouais. Mais ils parlent d'injustice à cause des délais déraisonnables. Okay. Normalement, quand on fait une demande de résidence permanente, et le gouvernement fédéral fait une enquête sur la sécurité publique pour savoir si vous n'avez pas dans le passé des connexions avec le terrorisme. Oui. Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Pourquoi les délais sont aussi longs? Le gouvernement cherche à savoir s'il y a des ayatollahs là-dedans? Oui, dans le cas des Iraniens, ça prend plus que 6 mois, alors qu'en général, ça prend 1 à 2 mois pour les autres pays. Alors, 6 mois pour une réponse, le congrès des Canado-Iraniens dit c'est trop, c'est de l'injustice, c'est pas possible. On ne devrait pas prendre tout ce temps-là. On dit que oui, c'est pas facile parce que les noms se ressemblent. C'est un phénomène qui arrive souvent avec des gens qui viennent de pays arabes ou de pays musulmans. Les noms se ressemblent, on doit faire beaucoup d'attention. On a vraiment une situation difficile. Alors, et ensuite on dit qu'il n'y a pas de bureau canadien en Iran. On se rappelle, depuis l'assassinat de la journaliste canado-iranienne, le Canada a fermé son ambassade en Iran. Alors, on dit que pour arriver à faire des enquêtes, ça va prendre beaucoup plus de temps. Et des fois, les pays qui n'ont pas d'ambassade en Iran doivent utiliser les services d'autres pays. Et on sait que ça va être très long. Ça veut dire que si le Canada n'a pas d'ambassade, il doit peut-être demander à un pays comme la Suisse, un pays comme, je ne sais pas qui développe des relations avec l'Iran, de pouvoir faire ces enquêtes-là. Oui, alors ça prend beaucoup de temps. À titre de comparaison, c'est combien ça prend, par exemple, pour Haïti?
Pour Haïti, c'est autour de 1 mois, 2 mois. Normalement, le Canada est omniprésent en Haïti. Ça veut dire que la DCPJ collabore avec les ambassades des étrangères. Alors, normalement, ça ne prend pas beaucoup de temps et c'est très rapide. Je pense que des pays comme les États-Unis, la France, ça prend moins de mois parce que on a les FBI, on a des organismes. Mais les Iraniens se plaignent, ils sont 300, ils ont fait des demandes depuis longtemps. Et ça bloque seulement pour le délai sur les enquêtes sécuritaires. Alors, le Canada doit faire ça, c'est la loi qui prévoit ça, mais en même temps, on se dit, tout se met trop. Ouais. Bon, okay. Ça, c'est la première nouvelle. La deuxième nouvelle, ce sont les douaniers maintenant qui tirent la sonnette d'alarme. Les douaniers à la colle, ils disent que là, on se retrouve, ça commence à être très inquiétant. Quoi? Et ce sont surtout les Nigériens qui viennent en grand nombre. Actuellement, au Québec, il y a 475 places disponibles. Et ah oui? Québec dit, c'est plus de 1850? Non, c'est terminé. Il y a 1775 places qui sont déjà occupées. Maintenant, on est déjà rendu, d'après ce qui est rapporté dans le Devoir, on est déjà rendu à presque 150-200 Nigériens par jour. Wow. Mais François, comment expliquer ce changement? L'année passée, c'était plus les Haïtiens. Maintenant, cette année, c'est plus les Nigériens. On a même rapporté, c'est pas qu'on a rapporté, les autorités, la semaine dernière, lors de l'appel conférence, ont même parlé des gens qui viennent des États-Unis, ça veut dire des Américains. Mais la nouvelle, avec les médias sociaux, vous savez que la nouvelle est diffusée à l'espace de l'éclair. Et ce qui arrive, c'est que les Nigériens, il faut dire que c'est une population qui est, je pense que c'est après le Congo, après le Sud. Je n'ai pas le chiffre exact pour la population du Nigeria, mais c'est beaucoup de gens. C'est énorme. C'est plus que l'ancienne Zaïre, le Congo-Kinshasa, qui est à 89 millions. Infiniment, on sait bien que Boko Haram a sa base au Nigeria. Oui, c'est clair ça. Ouais. Alors, ça veut dire que c'est une population qui cherchait depuis longtemps une porte de sortie. Ça veut dire qu'on se rappelle ce que Boko Haram a fait avec les 300 écolières. Ouais. Jusqu'à maintenant, il y en a encore qui sont restés... Oui, et ça continue. Alors, ça veut dire que c'est une population qui cherchait une porte ouverte. Alors là, ce qui arrive maintenant, on sait qu'en venant aux États-Unis, et les États-Unis apparemment ont beaucoup de visas dans ce pays anglophone, peut-être qu'il y a beaucoup de liens, il y a beaucoup de gens qui ont des visas américains. Alors ils viennent. Et ce qui est plus triste dans tout ça, ils viennent à la colle, ils vont directement en Ontario, parce qu'ils ne parlent pas français pour la plupart. Ils s'en viennent. Alors on se dit, mais pourquoi ils ne vont pas directement en Ontario? Vous vous rappelez ce que j'avais dit la semaine dernière? Si on doit passer par l'Ontario, il faut savoir nager. Ils savent nager. Parce qu'il y a beaucoup d'eau qui entoure l'Ontario. Il fait encore un peu frisquet. Hein, bon, alors, c'est ça. Alors maintenant, Québec a fixé depuis hier, et c'est seulement 100 d'entre eux qui peuvent monter à bord des autobus vers la métropole québécoise, parce qu'on avait aussi annoncé le système de triage. Oui. Alors maintenant, c'est déjà en place. Ça veut dire qu'on a le système de triage. Alors, ça seulement, et puis Québec dit, après les 95, on n'en prendra plus. Et probablement, on va les envoyer à Cornwall, on va les envoyer à d'autres places. Mais encore, j'aimerais que les gens comprennent bien, Québec ne peut pas empêcher aux gens de rentrer au Canada. Ça veut dire que Québec ne peut pas, il dit qu'il n'a pas de place pour les accueillir, tout simplement, oui. Mais ils vont continuer à entrer. Okay. Et là, maintenant, on se dit que c'est quoi? Parce que là, maintenant, la question est sur toutes les lèvres. C'est quoi la solution? C'est ça le problème. Jean-Pierre Fortin de la Fédération dit que M. Médiator, en parlant de mur, mais il faut trouver une solution. Ouais. La CAQ dit, M. Médiator, mais c'est quoi la solution? Et c'est pourquoi aujourd'hui, Mme Fatima ou Pépé dit que
Le Québec pensait que la semaine dernière, en ayant la promesse de recevoir un chèque, que le problème était réglé. Elle dit rien n'est réglé. Et parce qu'aujourd'hui, elle reprend les chiffres du Haut Commissariat des Nations Unies, on estime à 65,6 millions le nombre de personnes déplacées dans le monde. Ouais. Bon, François, une dernière question rapidement avant de se quitter. Est-ce qu'on peut dire que la campagne d'information lancée par le gouvernement fédéral et à laquelle le député de Bourassa d'origine haïtienne, Emmanuel Dubourg, avait participé pour aller à Miami, en Floride, un peu partout, expliquer aux Haïtiens notamment comment ça fonctionne, l'immigration ici. Est-ce que ça a porté fruit, le fait qu'aujourd'hui, on a moins d'Haïtiens et plus de gens qui viennent d'ailleurs? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça a porté fruit. Pourquoi? Parce que au moment où il est allé faire cette campagne, on a prolongé le TBS. Pour savoir si ça a porté fruit, il fallait que Donald Trump donne un ultimatum aux gens de quitter, et là on verrait exactement si les jeunes vont. Mais là maintenant, on va attendre juillet 2019 et on va voir si ça a porté fruit. Il faut attendre. Et ce qui est plus grave, les Salvadoriens commencent à entrer également. Les Salvadoriens commencent à entrer, d'abord ce que Jean-Pierre Fortin dit, ils sont pas. Maintenant, ce sont les Nigériens et les Salvadoriens. Les Salvadoriens, plus de 300 000 aux États-Unis. C'est énorme. Alors, si les Nigériens s'ajoutent aux Salvadoriens, aux Haïtiens, alors là, on dit que on se plaignait qu'en Europe, le territoire est envahi. C'est là qu'on va voir. C'est une situation délicate pour le Canada. Très délicate, mais il faut prendre des décisions. Moi, je pense qu'on ne peut pas laisser les choses comme le ministre de l'immigration qui dit ah oui, on va s'arranger, il y a assez de ressources à la fois. C'est faux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça veut dire que, et moi, je peux vous dire aussi, c'est que ce que ça donne lorsqu'on va à la commission avec quelqu'un pour un dossier d'asile, c'est la prédisposition. On est tous des menteurs, on est tous des personnes qui racontent n'importe quoi. Et ça c'est pas bon pour le système. Oui, c'est clair. Bon, voilà. Merci beaucoup, François. Merci à vous tous et puis bon week-end. Oui, c'est vendredi. C'est vendredi. Il y en a qui disent Dieu merci. Oui, Dieu merci. Oui, avec voilà. Ok, à bientôt, François. Bye bye. Alors, mesdames et messieurs, on marque la pause et on vous revient tout de suite après. Ah, vous ne saviez pas? Digicel vous apporte de super forfaits incluant Internet, appels et SMS. Et ces forfaits, vous pouvez les offrir à vos proches en Haïti. Et oui, grâce à ces nouveautés, vous pouvez rester connecté avec eux de 3 manières. Par Internet et à travers des appels et SMS. Et ceci à partir de 20$ canadiens pour un forfait de 30 jours. C'est facile et c'est avantageux. Gardez contact avec vos proches. Nous vous offrons plein de moyens de le faire. Empressez-vous de leur envoyer un forfait Digicel. Ces forfaits sont disponibles chez tous les agents de Digicel, sur digiceltopup.com et sur l'application de Digicel Top Up. Termes et conditions applicables. Ou al fait affaire avec une compagnie de graines gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 2209 76 82. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25$. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence.
Cosmética Multi I4290 est Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique Multi 5. La beauté, à petit prix, ça marche. Un événement évangélique gigantesque s'en vient à Montréal. Les femmes de la mission apostolique des Assemblées des Saints organisent une semaine de réveil et 3 jours de conférences sous le thème « Le rôle de la femme au sein de l'Église » du jeudi 19 au lundi 30 avril 2018 inclusivement. Chrétiens, fidèles, frères et sœurs, bien-aimés serviteurs de l'Éternel, en foule, venez au 8350 du boulevard Saint-Michel voir et entendre pour la première fois à Montréal le couple prophète-prophétesse Abraham S. et Yudlin Madet. Séance de guérison, de délivrance, soirée d'adoration, de louange, dans la présence de Dieu pour recevoir l'onction du Saint-Esprit. Information 514 679 89 32. Voilà, 7h31. Vous êtes sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville, à l'heure de nos nouvelles apportées par intexto.ca. Nous sommes en direct également sur notre page Facebook Intexto. Et nous serons en différé sur WhatsApp et YouTube dans quelques instants. Alors, les nouvelles d'Haïti. On sera en Haïti pour parler de l'armée d'Haïti. De l'armée. On va en parler. Mine de rien, l'Équateur donnait un sacré coup de pouce à Haïti en termes de formation, que ce soit de commissaires de police ou de militaires. C'est encore du génie. Et là, cela, c'était même avant même que Jovenel Moïse. Ah oui, ça date de quelques temps. Oui. Ça date de quelques temps. Il y a, par exemple, des commissaires comme ancien commissaire plutôt comme Guy Philippe a été formé en Équateur. Et toute cette génération de cadets, enfin la dernière promotion des forces armées d'Haïti qui s'est convertie en policiers, ont été prendre des formations en Équateur. Et l'Équateur formait aussi des militaires haïtiens. Et là, le ministre haïtien de la Défense, Hervé Denis, vient d'annoncer que l'Équateur, Quito, vient de mettre fin à ce programme de coopération. Pourquoi? Parce que ce pays-là, l'Équateur, estime que Haïti n'a pas la capacité de, justement, se servir... d'utiliser à bon escient ces gens-là. C'est un coup dur pour... C'est quelque chose. En plus de ça, la remobilisation des forces armées d'Haïti a un autre problème grave. Il n'y a pas de loi cadre pour le fonctionnement de l'armée d'Haïti, malgré qu'un commandant en chef, Jodel Lesage, a été nommé. Il y a un haut état-major, les noms ont été cités là, des anciens militaires, notamment des forces armées d'Haïti. Et hier, le ministre de la Défense, Hervé Denis, a dû se rendre à la Chambre des députés à l'invitation de la commission Justice et Sécurité pour justement discuter avec les parlementaires de ça. Écoutons Hervé Denis. L'interprétation son bail qui purement interne presque à l'armée, son rappel qui fait aux membres, peut-être ça qui était en 1994-95 de l'armée démobilisée. Nous-mêmes dans tous les recrutements, on a fait toujours rappeler ça comme point. Donc ça fait tout simplement son bail qui est toujours habitué dans l'armée. Ça va veut dire que nous automatiquement l'entrée dans l'armée. Mais nous devons bien mettre. Ça va faire partie de monde qui a été révoqué, ni quoi que ce soit. Donc, c'est un bagage qui est très simple. Est-ce que ces militaires ont bien compris le message là que nous-mêmes dans le ministère de la Défense, nous débrouillons? Trois cas là-dedans déjà, il y en a 4 militaires démobilisés qui ont payé actuellement dans le ministère, qui a payé dans le cadre du ministère démobilisé. Donc, il y a une question purement interne, nous n'avons pas besoin de plus. Importance que ça. Voilà, Hervé Denis, le ministre de la Défense, répondait plutôt à une question, j'ai pas eu le temps de vous parler de ça avant son extrait, à une question sur par rapport à un communiqué que le commandant en chef, Jodel Lesage, avait émis la semaine dernière à l'effet que les anciens militaires font partie de la réserve de l'armée d'Haïti, alors que la police nationale menait des opérations pour les arrêter. Il y a une quinzaine au moins qui ont été arrêtés dans le plateau central, notamment dans une poche d'anciens militaires qui résistaient par rapport à leur démobilisation. Et maintenant,
M. Denis était au Parlement, à la Chambre des députés, devant la Commission Justice et Sécurité du Sénat, de la Chambre des députés, pardon. Et on va écouter le président de la Commission, le député Bélange. Mais nous avons besoin de questionner le ministre sur le règlement et qui va régir en fait fonctionnement de la MEA. Et parce que nous connaissons que la MEA a démobilisé depuis tantôt 23 ans. Maintenant, il loi et règlement que vous avez gagné, son règlement qui m'a édité. Et autre chose, nous avons une question recrutement qui a abordé parce que le recrutement a commencé. Et il y a tantôt, en fait, 8 à 9 fois ou bien une année, si je ne me trompe pas, côté que le recrutement a commencé, mais nous ne connaissons pas exactement qui ça a fait avec le monde qui a recruté là, et qui ça le ministre a besoin tout comme moyen, parce que nous avons un budget rectificatif sous peu, donc il faut que nous connaissions, parce que nous tiens à ce que la MEA l'y remobiliser, mais en tenant compte tout norme, tout principe, de façon à ce que pour nous gagner l'armée que tout le monde a souhaité gagner. Dernière communication, son communiqué tout qui débat en pile problème, côté que nous connaissons que gagne en pile monde, donc jusqu'à présent gagne en pile incompréhension de l'île, en pile mésinterprétation de l'île, donc nous devons clair sur l'île avec le ministre, parce que lorsque on parlait de réservistes, donc il y a des gens qui ont 75 ans, il y a des gens qui ont 70 ans, tout le monde a remetté sous des pieds comme quoi aux militaires, donc tel a été le cas, nous ça qui sont passés pélic, donc il y a des gens qui se font passer pour des militaires qui envahissent un commissariat, donc tout ça que nous allons demander dans la recommandation, nous allons demander pour que le ministre à travers avec le commandant en chef là, pour que au clair qui type de monde pour indexer, dans quel contexte tu fait et pour expliciter là. Voilà, le président de la commission Justice et Sécurité de la Chambre des députés, le député Bélange. On l'avait annoncé au début de l'émission, Joseph Guillet-Sedelva, le nouveau ministre de la Culture et de la Communication, qui estime n'avoir pas besoin de décharge. Il était secrétaire d'État aux communications. Il gérait absolument rien. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Il n'avait rien à voir avec la gestion des choses publiques. Il n'avait rien signé comme tel, pour citer ses propres mots. Selon lui, c'était son ministre de tutelle qui gérait tout ça. On va l'écouter et avec ses propres énergies, son style propre à lui. Okay. D'ailleurs, à la fin, il explique que si les gens pensent qu'il doit apporter le décharge, ils vont perdre leur temps. Écoutons Joseph Guillet-Sedelva sur cette question-là. Sur question de décharge, moi, vraiment, pas besoin de décharge. Parce que même des secrétaires d'État, c'est rien, j'ai rien comme l'agent. C'est le ministre qui a fait ça. Donc, ça, il a besoin de charges. Donc, si il y a l'autre, issu, l'autre, différent, ou bien l'autre interprétation que des gens gagnent, bon, certainement, il y a des instances qui l'a pour ça, ou Cour supérieure des comptes, ou bien l'autre bail, c'est avec eux que certainement, après ça, moi-même, pas, non, bon, vraiment, je ne vais pas poser pour moi, parce que moi-même, supposer pour moi, c'est perdre du temps, parce que je ne vais pas besoin de ça. Perte de temps. Ah oui, c'est lui qui décide ça. Ben oui. Ok. Et là, ok, la polémique est bien établie là, avec le Parlement. C'est clair. Et dans moins de 24 heures de son investiture, il envoie des signaux clairs aux parlementaires avec des déclarations, en tout cas, comme ça. Sur la question justement de la sommation d'un groupe de députés. Les ultimatums, ici et là. Et Joseph Guillet-Sedelva ne comprend pas cette attitude-là. Il estime que ce ne serait pas de bon ton pour des parlementaires de prendre des initiatives de ce genre. Il critique déjà le Parlement. Oui. Et il croit que c'est le rôle des parlementaires de demander des comptes, mais envoyer des ultimatums et des sommations, ça fait pas l'affaire. Okay. S'ils veulent avoir des détails sur les documents nécessaires pour les ministres, ils n'ont qu'à le demander de façon dans la procédure, mais envoyer des ultimatums pour Guillet-Sedelva, c'est pas la meilleure formule. On va l'écouter justement sur ce point-là. Nous d'accord que le Parlement a un souci pour le checker, pour et débat bien fait, les doivent pas connaissance de documents. C'est-à-dire, documents, ça n'est pas un cap potentiel, c'est pas imaginaire, c'est des bagailles comme si qui est normal. Comme si déclaration définitive d'impôt, bagaille, des certificats, c'est cela. C'est pas rien de difficile. C'est-à-dire que, il y a besoin de nous, parce que c'est pas un problème. Mais c'est pas question à poser ultimatum, c'est pas question à dire quoi, ou à sommer, ou pas pour sommer. Parlement pas qu'à sommer l'exécutif, et pas Parlement, non? Un groupe député, pas qu'à sommer l'exécutif, ça n'existe pas. Sous besoin de des informations,
ou à venir, ou réclamer information, ou vous demande, ou quand même inviter, vous comprenez, qui autorité qu'on vient, qui dit venir, me connaître, c'est cela, puis sur les explications à Baoul. Donc, je pense en toute civilité, dans l'esprit de collaboration, en temps et lieu, pour le ministre, il est capable de communiquer à groupe député qui veut lire. Joseph Guillet-Delvan n'a jamais été aussi clair. C'est parti. Écoutons, on va parler un peu des états généraux sectoriels en Haïti, comme on avait annoncé au début de l'émission. Il reste quand même des gens? Absolument. Ronnie Desroches, qui est porte-parole de cette structure, précise que le groupe, en tout cas les gens qui sont encore dans le bateau, continuent à se rassembler, à créer des conditions essentielles et nécessaire pour atterrir par rapport à ces états généraux. Il va nous apporter quelques précisions. D'abord sur ce qui a été fait. Oui, concrètement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on cuisine pour le moment dans cette commission? On va écouter Ronnie Desroches. Le secrétariat technique a déjà préparé un certain nombre de propositions dans ce sens, ainsi qu'un plan d'action. Ce plan d'action a été validé. Maintenant, il s'agit pour une équipe technique de mettre des coûts à cela pour que ceci soit approuvé par le ministère de l'économie et des finances afin que, n'est-ce pas, ces valeurs soient mises à disposition pour qu'on puisse commencer véritablement les opérations. Bon, le président, c'est vrai, n'est pas là, mais il y a un vice-président, c'est lui qui préside les réunions. Il y a une défection certaine, celle de monsieur Jacques et Alexis. Et cependant, pour ce qui concerne M. Yevel Chéri, ceci n'est pas encore déterminé. Il attend le feu vert de son parti pour rejoindre le comité. Répondant aux questions de Wendy Charles de Radio Caraïbe sur la question à savoir comment ça va s'organiser à travers le pays. Ouais. Ronnie Desroches a apporté aussi des précisions. Il y aura des groupes qui vont partir un peu partout dans le pays, dans les différents départements, les différentes zones, pour essayer de faire les échanges par rapport à tout ça. On va écouter Ronnie Desroches cette fois sur la stratégie qu'on va utiliser pour aboutir oui, j'aimerais bien savoir ça. Bientôt, on va rencontrer la presse pour les informer de ce que nous allons faire. Puis, une fois que les fonds seront disponibles, il y aura des comités qui iront dans les différents départements géographiques pour constituer dans chaque département une unité qui va entrer en contact avec les différents secteurs, qui va mobiliser les différentes populations et afin que l'on puisse déterminer les représentants des différents secteurs aux ateliers qui devront se tenir dans les départements géographiques. Voilà, Ronnie Desroches qui explique comment ça va se passer. Enfin, on laissera les commentaires pour tantôt à propos de ça, les Absolument. états généraux. Et afin de clore le chapitre des Nouvelles d'Haïti à ce magazine, nos nouvelles sur les ondes de Radio Centre-Ville et sur Facebook aussi. On parle de blanchiment d'argent. Oui, de l'affaire de corruption impliquant le chef de l'État, Jovenel Moïse. Alors, selon Pierre Espérance, qui dirige le RNDDH, qui ne fait pas partie du système judiciaire, d'ailleurs. À part entière, oui. Ouais. Selon lui, le dossier qui était instruit par le juge Brady Fabien aurait été transmis depuis 2 semaines au commissaire du gouvernement en vue de son réquisitoire définitif. Ça, c'est Pierre Espérance qui l'affirme, c'est pas le système judiciaire en ce qui a trait à Jovenel Moïse. Quel réquisitoire est-ce que le commissaire du gouvernement, si jamais ça a été transféré effectivement, quel réquisitoire est-ce qu'il va prendre? En tout cas, écoutons Pierre Espérance qui confirme que le dossier a été transmis. Écoutez, son dossier, ça c'est fini. Non, mais il faut que ici, ça dit, c'est quoi lui? Donc, son instruction qui t'a mené, j'ai essayé d'estimer qu'elle est finie avec frictionnaire, mais niveau du dossier n'a pas que pour réquisitoire définitif. Comme il n'y a pas qu'une fois qu'il communique le dossier avec le commissaire gouvernement, il y a une instruction, il n'a pas bien pour ordonnance, et puis, l'ordonnance, et pour là, où il y a un monde qui va
mobiliser et pour qu'il y ait un monde qui va participer dans le dossier, il faut pouvoir apprécier les décisions de la façon pareille. Les nouvelles d'Haïti, les nouvelles des Haïtiens de Montréal. InTexto vous les apporte tous les matins. En audio, en texte, en images, sur 4 plateformes. En direct et en simultané sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville, intexto.ca, sur Facebook et en différé sur WhatsApp. On prend rendez-vous tous les matins, du lundi au vendredi sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville. Ah, vous ne le saviez pas? Digicel vous apporte de super forfaits incluant Internet, appels et SMS. Et ces forfaits, vous pouvez les offrir à vos proches en Haïti. Et oui, grâce à ces nouveautés, vous pouvez rester connecté avec eux de 3 manières. Par Internet et à travers des appels et SMS. Et ceci à partir de 20$ canadiens pour un forfait de 30 jours. C'est facile et c'est avantageux. Gardez contact avec vos proches. Nous vous offrons plein de moyens de le faire. Empressez-vous de leur envoyer un forfait Digicel. Ces forfaits sont disponibles chez tous les agents de Digicel, sur digiceltopup.com et sur l'application de Digicel Top Up. Termes et conditions applicables. Ou al fait affaire avec une compagnie de graines gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service, vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 2209 76 82. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté cite aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25$. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 4290 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Un événement évangélique gigantesque s'en vient à Montréal. Les femmes de la mission apostolique des Assemblées des Saints organisent une semaine de réveil et 3 jours de conférences sous le thème Le rôle de la femme au sein de l'Église. Du jeudi 19 au lundi 30 avril 2018 inclusivement. Chrétiens, fidèles, frères et sœurs, bien-aimés serviteurs de l'Éternel, en foule. Venez au 8350 du boulevard Saint-Michel voir et entendre pour la première fois à Montréal le groupe prophétesse Abraham S. et Youdline Madette. Séance de guérison, de délivrance, soirée d'adoration, de louange, dans la présence de Dieu pour recevoir l'onction du Saint-Esprit. Information 514 679 89 32. Oui, 7h48, 102.3 FM, Radio Centre-Ville, sur Facebook aussi. Bonjour. Ben oui, on sera sur WhatsApp et YouTube. Un peu plus tard. Un peu plus tard. Ce sont les commentaires maintenant, Jean-Étienne. Qu'est-ce qui a attiré ton attention? Ben, les forces armées, parce que justement, dans un contexte où définitivement les autorités haïtiennes décident de mettre cette structure en place, on va pas faire les commentaires tout de suite, est-ce que c'est une bonne idée ou pas, mais c'est que le gouvernement a décidé de faire ça. Pourquoi on ne fait pas les commentaires tout de suite sur ça? Bon, moi j'ai décidé de... Ah, toi? Ok. Personnellement, je ne fais pas de point là-dessus, en tout cas pour aujourd'hui. Dans un contexte où il n'y a pas longtemps, il y a juste une semaine, les autorités étaient parties partout, particulièrement au Mexique, pour essayer de trouver de support, quand on sait que des pays comme les États-Unis ou autres ne donnent pas nécessairement leur support. L'appui de l'Équateur pour la formation des jeunes, c'était quelque chose, je ne dirais pas indispensable, mais absolument nécessaire. D'autant plus que c'est pas quelque chose qui vient maintenant. C'était une
relation qui était là depuis un certain nombre de... Un fait est que Haïti n'a pas la capacité de former cette nouvelle armée seule. Ça fait plus de 20 ans, 23 ans à peu près, depuis que l'armée a été démobilisée par Jean-Bertrand Aristide. Et 23 ans plus tard, il y en a un certain nombre des généraux, des colonels, des gens qui étaient formés, avaient reçu des formations et qui pourraient éventuellement aujourd'hui transmettre leurs connaissances à des nouveaux militaires. Eh bien, ces gens-là, soit la plupart sont morts ou ne sont plus aptes à faire ce genre de travail. Il reste quelques anciens militaires, quelques hauts gradés de l'armée d'Haïti qui pourraient éventuellement participer à ça, mais bon, on peut rappeler quelques noms d'anciens militaires qui sont encore en vie, comme l'ancien général et ancien président pendant 3 jours, Erard Abraham, qui était ministre sous le gouvernement de la Tortue, ministre de l'Intérieur et ministre des Affaires étrangères aussi. Et on peut citer l'ancien colonel Himmler Rébu qui dirigeait le corps des Léopards. C'est un militaire très bien formé, tout comme l'ancien général. Il y en a plein d'autres aussi qui sont là et qui auraient participé à la formation de l'armée. D'abord, est-ce qu'ils le voudront? Deuxièmement, est-ce qu'ils sont dans une capacité toutes les conditions sont réunies pour faire ça? Ça prend des budgets... C'est clair, plus de 20 ans après, on a perdu... beaucoup d'énergie, physiquement. Et l'Équateur vient de mettre fin à son programme de formation pour les militaires haïtiens. Et comme tu l'as dit, ça explique grandement la visite récemment de Hervé Denis au Mexique pour aller chercher de l'aide de ce côté-là. Mais tu sais, la grande question que je me pose, Jean-Numa, pourquoi c'est maintenant que Équateur a pris cette décision? Parce que cette collaboration, elle ne date pas d'hier. C'est ça la première chose. La deuxième chose, est-ce que ça ne rentre pas dans un cadre justement... écoutez, Équateur a beaucoup supporté la police haïtienne. Tu as bien cité des noms comme bon, je me rappelle plus de son nom. Les anciens hauts gradés, tu vois? Oui. Himmler Rébu. Non, je parle de ce monsieur qui est en prison actuellement aux États-Unis. Guy Philippe. Comment je peux oublier le nom de Guy Philippe? Ouais. En tout cas, donc la collaboration ne date pas d'hier. Pourquoi c'est dans un moment où l'État ici a besoin, on ne peut plus l'apport de ses amis pour former l'armée et que l'Équateur décide de ne plus continuer cette collaboration? Ça pose vraiment c'est une question fondamentale qu'on devait essayer de trouver. Et si on comprend pourquoi, ça pourrait nous aider à comprendre un peu qu'est-ce qui se passe sur le plan politique ou diplomatique, géopolitique, tout ça. Ouais, là, ici, Port-au-Prince, c'est un sacré problème qu'il va falloir adresser. Parce que... De toute façon, c'est un coup dur pour les autorités. Oui. C'était l'appui indispensable qui était déjà là, qu'on ne devait même pas aller chercher, qui vient de se casser là. Écoutez, si ce n'est pas l'Équateur, ça sera un autre. Et pourquoi je dis ça? Parce que il me semble que à la fois Jovenel Moïse, mais tout le PHTK sont assez déterminés. C'est clair. On a le problème de l'égalité de loi cadre pour ça, mais la réalité, c'est que l'armée, elle existe légalement, officiellement. Mais en passant, juste un petit mot là-dessus, ils sont en train de chercher une loi cadre pour l'armée. Merci pour la détermination, mais pour nos 1,50 $. Où est-ce qu'on va trouver il n'y a pas de loi cadre. Il n'y a aucune démarche qui a été menée jusqu'à présent. Là, C'est encore l'un des problèmes que j'ai. On a tendance à faire les choses en Haïti à l'inverse. Normalement, quand tu vas créer une structure, tu fais sa loi. On voit comment ça va se structurer. On a tendance à mettre les charrues avant les bœufs en Haïti. Et souvent, on a vu ce que ça donnait parce que c'était justement l'une des critiques qu'on disait à monsieur Martelly, vous prenez de l'argent des gens et on n'a pas de loi. Il dit, OK, on prend l'argent, on va faire la loi. Maintenant, ça fait plus de 6 ans et puis on n'a rien. Donc, il faut prendre l'habitude de faire les choses comme ça doit. Cela dit, fais les choses dans l'ordre
faisons le premier pas, ça marche et puis on le fait. On va voir ce que ça va donner, mais c'est sûr qu'il y aura beaucoup de chicanes avec cette loi au Parlement ou ailleurs. Ouais. On espère qu'ils vont trouver une formule. Maintenant, Guy Delva, on s'y attendait. Une première polémique avec le Parlement. Apparemment, on ne saurait pas imaginer que Guy a beaucoup changé. C'est son style, c'est sa façon de faire, sa façon de voir la chose avec une toute petite goutte je dirais même d'arrogance, tu vois. Ses points de vue sont... D'abord, il annonçait qu'il n'allait pas faire de propagande. On n'a pas traité ce matin, mais... Guy est bagarreur, mais arrogant, je dirais pas. Non, je dis que dans la façon dont il a expliqué son point de vue, par exemple sur la sommation, je pense que son point de vue est correct, mais la façon de dire, tu dirais qu'il y aurait une petite goutte d'arrogance dans ça, écoute, mais c'est Guy, tu comprends? Il est bagarreur. Là, il va falloir qu'on regarde de près de cette situation, parce que justement, je suis sûr que dans les heures qui vont suivre, s'ils n'ont pas déjà fait ça, il y a des parlementaires aussi, des députés qui devraient réagir par rapport à des opinions, comme des positions comme ça. Donc, l'affaire, c'est que je pense que d'une part, Guy a raison de croire que le sommet est donné des ultimatums. Je l'avais dit dans un de mes commentaires cette semaine, c'est pas, à mon sens, la meilleure formule. Ouais. Et États généraux maintenant, ça a l'air que ça tient toujours, malgré la défection de Jacques-Édouard Alexis, de Monseigneur Kébro, et les critiques vertes de André Michel, de Moïse Jean-Charles. Et autres. Écoutez, moi, je pense que on est d'accord, toi et moi, sur la nécessité vraiment que les Haïtiens se mettent ensemble, appelle-le comme tu veux, États généraux, Rassemblement national, fais comme tu veux. Mais je me pose des questions par rapport à la façon de faire et la finalité de tout ça, dans le sens où, déjà, même pour mettre en place la structure, on n'a même pas encore commencé, les cassures commencent, alors que justement, on a besoin de se mettre ensemble. Il est 57, on va finir rapidement. Merci beaucoup. Il va falloir qu'on se mette ensemble et puis on ne peut même pas se mettre ensemble pour former la commission même qui doit aller chercher les gens pour les mettre ensemble. On va voir. Ça a l'air que ça prend forme et puis ça va se tenir. On attend de voir comment ça va se passer. Voilà, 7h57. Merci, mesdames, messieurs, pour cette semaine. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville. On était également sur Facebook à l'heure du magazine Nos Nouvelles apportées par intexto.ca. Bon week-end. Bon week-end, on vous retrouve la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Merci infiniment. Au revoir.